Nouvel épisode de Click Sport sur Click TV, l'émission consacrée aux légendes du sport. Et on a décidé ce soir de parler d'une légende française du sport américain également, NBA. Tony Parker, qui a quasiment 20 ans de carrière, qui a passé 18 ans dans le même club. On va parler de sa carrière de sportif, sa carrière de businessman également, pendant 1 heure dans Click Sport. Allez. Ça veille les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. C'est probablement l'une des plus belles causeries, si ce n'est la plus belle causerie de Tony Parker en équipe de France et peut-être même dans sa carrière entière. On va évidemment pendant quasiment 1 heure parler de l'un des plus grands sportifs de l'histoire du sport français. Et on en parle avec... 2 spécialistes basket. Tout d'abord, Georges Eddy, qui en est à sa 3e émission de Click Sport. 4e émission Click TV. C'est beau, Georges, vous avez fait plus d'émissions que certains. Bonjour, Georges, merci d'être avec nous. On a tourné une émission sur LeBron James ensemble et Michael Jordan. Et on va parler de Tony Parker avec vous. Que le top, que la crème de la crème. Évidemment, la voix de la NBA en France, c'est Georges Eddy depuis de nombreuses années. Et Samy Améziane qui est avec nous, le comte de Boudherbala pour certains, Samy Améziane pour d'autres, les deux pour certains aussi. Bonjour Samy. Salut Karim. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Salut George. Samy. Samy, pourquoi ? Parce que vous êtes basketteur aussi, en plus d'être humoriste, vous avez été basketteur à très haut niveau en France et surtout aux États-Unis. Et on le voit ici d'ailleurs, on va vous voir là, vous êtes le plus petit sur le terrain, mais je ne vais pas trop parler parce que je ne suis pas très grand non plus, mais sur le terrain ce jour-là, vous étiez l'un des plus petits, 1m75, mais vous avez fait une énorme carrière universitaire pendant 1 an, non, et vous en parlez dans un livre. Non, j'ai été une belle escroquerie, mais pas du tout. Mais je pense que cette escroquerie doit servir à d'autres. Voilà, alors juste en parler, Samy, regardez. Arrêtez de mentir aux jeunes. Le livre que vous avez sorti, Amazing, c'est un livre qui raconte pendant 1 an votre parcours en championnat américain universitaire, NCAA, c'est ce qu'on dit, c'est comme ça. Ouais. Et dans ce livre-là, vous en parlez, on va en parler tout au long de cette émission. Juste, moi, cette question, je veux savoir pourquoi vous l'avez écrit, vous qui êtes humoriste aujourd'hui. Je l'ai écrit parce que j'avais besoin de laisser une trace pour nos enfants et pour parler de la France. C'était pas juste entre guillemets, excusez-moi l'expression, une branlette artistique pour voilà, le mec il se fait un kiff, il écrit un livre, c'est pas ça. Je voulais parler de nos conservatismes, de nos blocages. Et je pense que tous les blocages qu'il y a dans le basket français, c'est les blocages de la France. Et de manière générale, sociétale, vous voulez dire ? Ouais, parce que c'est un livre qui parle de la société française, qui parle aussi de la société américaine. Mais en fait, nos sociétés, elles vivent en concurrence et en complémentarité. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre-là, c'est que je ne suis pas en train de dire le système américain il est génial, le système français il est mauvais. Pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'en prenant ce qu'il y a de bon chez les Américains et en prenant ce qu'il y a de bon chez les Français, on peut arriver à faire une belle tchouk-tchouka, entre guillemets. Ça ferait un bon livre, d'ailleurs. Une belle ratatouille. En grande partie, vous en parlez d'ailleurs. Ça, c'est en 2004, c'est il y a 15 ans maintenant, Samy. C'est hyper actuel, parce que c'est les mêmes problématiques. Moi, c'est ce qui était le déclic pour écrire ce livre. Je me suis rendu compte un jour, je me dis, mais en fait, tu regardes les sujets de société en France, c'est exactement la même chose que quand j'avais 20 ans. J'en ai 40. J'ai dit, les gars, on n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, moi, en tant que basketteur, je me suis posé beaucoup de questions parce que mon parcours, c'est pas un gros parcours de basketteur, on va pas se mentir. J'ai fait toutes les divisions sauf la première avec des statistiques dégueulasses, je vais pas mentir. Et Georges peut en témoigner. Mais vous avez tout de même joué un championnat universitaire aux États-Unis avec des joueurs, vous avez affronté des joueurs qui ont évolué aussi par la suite en NBA, donc vous avez eu une carrière honorable aux États-Unis pendant 1 an. Et c'est ce parcours-là que l'on vit en fait à travers votre livre. En fait, moi je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Il faut pas retenir forcément. Moi, si tu retiens mes stats, c'est ridicule. C'est 0,1 passe, 0,1 point. Non, mais c'est votre intégration dans ce système américain. Mais c'est ça. Oui, ça c'est déjà un exploit. C'est un exploit et c'est une victoire pour moi. Et j'ai fait ça à 25 ans.
À 25 ans, je me retrouve avec des mecs entre 18 et 22 ans pour le plus vieux. C'est-à-dire que je me retrouve dans un système où je pars de France et je me dis le basket c'est mort. Parce qu'en France, si t'as pas percé à 25 ans, t'es mort. Mais n'importe quoi. Tu peux encore partir, tu peux encore faire une carrière à l'étranger. Et tu as beaucoup de sportifs, mais pas nécessairement au basket, qui peuvent faire ce truc-là en parallèle dans des divisions inférieures, dans d'autres pays. Ils peuvent revenir à haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème en France, c'est sur l'élitisme. C'est ça, en fait. Ça parle de ce problème-là aussi dans ce livre-là. Et il y a plein de sujets. Et ce sera notre fil rouge durant cette émission, quand on va évoquer Tony Parker, avec quelques similitudes, même si lui a été professionnel et pas vous aux États-Unis, en NBA du moins. On a pu croiser, en tout cas, en le lisant, j'ai pu croiser vos parcours respectifs. Georges, la voix de la NBA sur Canal aussi, pour nos amis de Canal+ International également. On commence toujours cette émission de la même manière, et Georges en a l'habitude, sur la personnalité dont on parle pendant 1 heure. La première fois que vous avez eu affaire à cette personnalité, où vous avez entendu parler de lui. Georges, la première fois que vous avez entendu parler de Tony Parker. Ce que j'avais envie de dire, d'abord, c'est que vous avez trouvé une terre d'opportunités aux États-Unis, et moi, c'est exactement le contraire. J'ai dû venir en France pour être basketteur professionnel pendant 15 ans. Donc, c'est une sorte d'image de miroir entre nous deux. Et Tony, en fait, il avait le meilleur des deux mondes, parce qu'il avait un père américain qui lui a inculqué ce côté winning attitude qu'on connaît bien aux États-Unis, n'avoir peur de rien. Et c'est d'abord grâce à ça que Tony a réussi à s'imposer en tant que petit mineur frêle qui n'avait pas de shoot, mais qui avait une vitesse de niveau mondial. Parce qu'il commence au PSG Racing, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est là où je l'ai vu pour la première fois. Avec Charles Bietri, Charles dirigeait le PSG Basket au même temps. C'est beaucoup plus classe dans sa voix. Charles Bietri, pas Charles Bietri. Voilà. C'est vrai qu'avec un accent rebeu, ça donne pas du tout la même chose. Mais je sais pas si tu aurais fait la même carrière avec un accent algérien. Par contre, dans le basket, en pro en France, où j'ai joué 5 ans en première division, c'est pas du tout grâce à mon accent. C'est plutôt grâce à mon shoot. Tony Parker, donc, au PSG Racing, avec Charles Bietri, qui était le président. La première fois que je le vois, j'ai joué contre son père déjà, donc je connaissais la famille. Et donc, on allait voir les jeunes recrues de l'INSEP, il avait 16 ans, parce qu'on voulait voir les joueurs à recruter dans les années à venir pour le PSG Basket, qui était quand même champion de France en 97. Il ne faut pas l'oublier. Donc, à l'époque, Bietri, avec moi comme consultant, et Canal, on n'a pas trop mal géré l'affaire. Et puis, Tony était là avec Boris Diaw, Ronnie Turiaf, des joueurs qui sont devenus carrément des vedettes NBA par la suite. En les voyant à cet âge-là, on ne savait pas ce qu'ils allaient devenir, mais je peux vous dire qu'on a vu l'étincelle de la grande classe dans sa vitesse d'exécution. On était en 1999, les débuts de professionnel de Tony Parker. Samy, avant de vous donner la parole sur la première fois que vous l'avez rencontré, un passage dans votre livre, parce que vous allez peut-être me confirmer que c'est bien à ce moment-là que vous l'avez rencontré. Vous répondez à l'un de vos coachs aux États-Unis à l'époque, qui n'est pas encore votre entraîneur, parce que vous êtes encore en ballottage et vous êtes en discussion avec lui. Vous lui dites non, je n'ai pas joué avec Tony Parker, mais en France, j'ai joué contre lui quand il était à l'INSEP. Bah oui, parce qu'en fait, moi, paradoxalement, c'est grâce à Tony Parker, indirectement, que j'ai fini à UConn. Pourquoi ? Parce que moi, quand la coiffeuse... UConn, c'est le club, la faculté. Connecticut, voilà, l'État de Connecticut. University of Connecticut. Donc, c'est les Huskies. Et c'était, à l'époque, les champions en titre des États-Unis, la première division NCAA. Et donc, moi, je me retrouve sur le campus... je fais cette coupe chez la coiffeuse, et la coiffeuse m'envoie chez un des responsables des étudiants athlètes, qui est le gars qui gère les agendas des basketteurs. Et donc lui, il me voit arriver, elle lui dit au téléphone, voilà, j'ai un basketteur français, ça serait bien que vous le rencontriez. Donc lui s'attend à voir un grand colosse débarquer, et il voit une espèce de petit portugais court sur pattes en galère. Et il me dit, oui, c'est pourquoi ? Je dis, ouais, voilà, c'est moi le basketteur. Il me dit, really ? et le mec me regarde de bas en haut, comme ça, il s'arrête à mes genoux, tu vois. Donc moi, déjà, je vois qu'avec lui, c'est mort. Et on commence à discuter. Je lui dis, voilà. Il me dit, mais t'as joué où en France ? Je lui dis, voilà, j'ai joué toutes les divisions sauf la première. Et j'ai joué en équipe d'Algérie. Parce que moi, j'avais joué en équipe d'Algérie. Donc en anglais, je vais Algeria. Il me dit, what ? Nigeria ? Ouais, c'est ça. Ça passe très drôle. Mec. Bon, bref. Il me dit... ils sont très nuls en géographie, les Américains. Désolé, Georges, mais c'est la vérité. Quand ça dépasse l'outre-Atlantique, c'est terminé. En gros, le gars, il me dit, voilà, mais tu connais les Huskies ? Je dis, vite fait, parce que moi, j'étais pas à fond dedans. Je les ai vus jouer la finale contre Georgia Tech,
l'année dernière et je les ai vus à la télé à Saint-Denis en France. Et il me dit, écoute, mais il me dit, il n'y a que des prospects NBA, laisse tomber, ça va être compliqué, va les voir s'entraîner, puis tu reviens me voir. Donc je savais que c'était mort, mais je savais qu'il n'avait aucun poids. Oui. Donc je me suis dit, plutôt qu'à s'adresser à Dieu, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints, je sors de son bureau et je vais pour essayer de parler à un des entraîneurs. Et moi, la chance que j'ai, c'est que je tombe nez à nez avec Jim Calhoun, qui est juste l'entraîneur. Un des plus grands entraîneurs de l'histoire du basket universitaire. Et il sort du salon de coiffure après moi. Et on se croise dans son bureau. Mais la chance de rencontrer Jim Calhoun à ce moment-là, c'est juste inespéré. Et le gars me dit, on se regarde dans les yeux, il y a une espèce de déclic bizarre. Et il me dit, c'est toi le basketteur français? Je dis, ouais. Et la deuxième question qu'il me pose, il me dit, t'as déjà joué avec Parker? Je lui dis, non, mais j'ai joué contre lui quand il était à l'INSEP. Et justement, il était avec les Turiaf, les Bocolo, les Dio, toute cette génération dorée. Milieu des années 90, oui. C'était en 98. En 98. Parce que moi, à l'époque, j'étais avant qu'il soit champion d'Europe junior. J'étais en espoir Pro B, je m'entraînais avec la Pro B à Bondy. Et donc, le gars, je lui dis, voilà, j'ai pas joué avec Parker, mais j'ai joué contre lui quand il était à l'INSEP. Il me dit, bah, viens dans mon bureau. Et en fait, c'est grâce à Parker. Parce que, mine de rien, Parker, il commence à tout défoncer aux États-Unis et il commence à gagner des titres. Là, vous êtes en 2004 à ce moment-là et il a déjà gagné le titre de champion avec les Spurs. Donc ça a crédibilisé énormément les joueurs européens. Bien sûr. Et donc, il voit un Frenchie, mais là-bas, il pense rapidement. Le mec, c'est un Français, Parker, c'est un Français. Voilà, il a le niveau de Parker. Sauf que moi, c'était le niveau par terre. Donc, rien à voir avec le niveau l'histoire. de Parker, c'est ça. Pour terminer, oui. Mais pour terminer, moi, la première fois que je vois Parker, c'est justement, moi, j'ai été formé au PSG Racing. J'ai fait toute ma formation au PSG Racing. Et donc, quand, en 97, il gagne le titre avec les Ciara, Bonato, l'ancien qui joue avec David Robinson, d'ailleurs, aux Spurs, Reed, oui. De cette génération où c'était Charles Bietri qui gérait, et nous, on entendait parler de Parker et on savait que Parker, forcément, il allait passer par la proie, la première div, J.R. Reed, voilà. Et on savait qu'il allait tout casser parce que le mec, il était exceptionnellement rapide. Il n'a pas tout cassé, il a tout explosé. Regardez ce palmarès juste incroyable en club. Mais à l'époque, c'était pas gagné. Moi, je me souviens, pas du tout. C'était pas du tout gagné en première division en France. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème aussi culturel. C'est aussi ça le souci en France. C'est que quand, justement, comme Georges dit, quand tu as la chance d'avoir aussi des parents avec une mentalité de vas-y, défonce tout, la winning attitude, c'est pas la même chose si tu restes en France et si tu pars à l'étranger. C'est la chance qu'il a eue aussi. On parlera de cette éducation assez stricte d'ailleurs de son papa, mais 4 titres NBA, ce qui est énormissime pour un joueur de basket des temps modernes, 2003, 2005, 2007, 2014, qui plus est pour un Européen. C'est l'Européen avec le plus de titres. Exactement. MVP des finales, c'est-à-dire meilleur joueur des 7 matchs de la finale NBA en 2007. Contre LeBron James. Et ils ont gagné en 4 matchs, ils ont balayé LeBron. 6 fois All-Star, ça veut dire qu'il était sélectionné parmi les meilleurs basketteurs américains de la NBA, ce qui est énorme encore une fois pour un Européen. Donc voilà, on va pas faire toute la carrière de Tony Parker, mais c'est déjà monstrueux d'avoir ce palmarès-là en club. En équipe de France, regardez, le sommet a été effectivement en 2013 avec cette victoire au championnat d'Europe avec la génération en or de cette équipe de France, champion d'Europe, on en reparlera, et puis cette fameuse demi-finale contre l'Espagne dont on reparlera dans quelques minutes. Finaliste en 2011, battu aussi par l'Espagne, et la revanche que l'équipe de France a prise juste derrière, puis 3e, 2 fois, médaille de bronze 2005 et 2015. Voilà pour la carrière en équipe de France de Tony Parker. Et il était dans le top 10 des meilleurs scoreurs et passeurs dans l'histoire des playoffs NBA. Et quand on sait que les playoffs, la phase finale, c'est la vraie saison, c'est là où tout se joue, le fait qu'il soit dans le top 10 des scoreurs, 6e et 9e des passeurs, c'est incroyable. C'est ça qui va lui donner une place, à mon avis, dans le Hall of Fame, la panthéon américain des grandes gloires du basket. On va voir dans un instant son numéro qui a été retiré. Mais écoutons, c'était en 2013, il réalise probablement l'une des meilleures saisons de sa carrière à 30 ans, 31 ans, avec les Spurs. Et pour Intérieur Sport, chez nos amis de Canal+, Antoine Leroy avait rencontré plusieurs basketteurs américains, des grands noms, et il leur avait demandé ce qu'ils pensaient à l'époque de Tony Parker. Blake Griffin qui parle, et également Chris Paul. Écoutez. He's having a great season, unbelievable season. MVP candidate for a large part of the season, and he's been a huge reason for their success. He's getting better and better.
You know, and the Spurs are lucky to have somebody like him, but more than that, city of San Antonio is lucky to have him. Pour ceux qui ne connaissent pas la carrière de basketteur de Tony Parker, Georges, vous êtes le spécialiste pour le grand public. Quelle image il avait aux États-Unis, sportive, l'image sportive de Tony Parker? Il était considéré parmi les meilleurs, vraiment, pendant ces 18 années de carrière? À cette époque-là, oui. 2013-2014, ils font 2 finales de suite. Une fois perdu contre LeBron et Miami, une fois gagné en 2014 contre LeBron et Miami, avec Boris Diaw comme coéquipier, qui avait été Boris très Diaw, important. qui est le capitaine de l'équipe de France avec Tony Parker à l'époque, en 2013. Donc, bon, leur destin est lié depuis l'INSEP. Ils ont tout fait ensemble. Donc, Tony, au début, il était totalement inconnu, même pour son coach Popovich. Et il a progressé tous les ans. Il est devenu un meilleur shooter. Techniquement, il a su travailler ses faiblesses. Et il arrive un peu au sommet en 2007, quand il est MVP des finales. Bon, on ne peut pas aller plus haut, en battant LeBron James, qui était jeune avec Cleveland à l'époque. Après, il y a 7 ans, son titre, mais où Tony est parmi les meilleurs meneurs avec Chris Paul de la NBA. D'ailleurs, Chris Paul disait que Tony était un peu son idole quand il était à l'université. Ils sont très amis. On voit le respect entre ces deux grands champions. Mais bon, Tony, pour moi, c'est vraiment mentalement qu'il était plus fort que tout. Parce qu'on lui a dit, t'es trop petit, t'es trop frêle, tu vas jamais arriver. Tu crois que tu vas jouer en NBA, mais tu rêves, mon gars. Il n'y a jamais eu un joueur européen en dehors de peut-être Petrovic, mais c'était pas vraiment un meneur, c'était un shooter. Donc, il était le premier meneur européen à s'imposer comme titulaire dans une grosse équipe, enchaîner des titres, progresser statistiquement et finir avec un palmarès après 17 ans chez les Spurs, où chaque saison, il était en play-off. C'est-à-dire, il n'a jamais raté les play-offs. Grâce à lui, Popovich, Tim Duncan et Ginobili notamment. Évidemment qu'on reparlera de cela dans un instant. On va voir d'ailleurs quelques images de son numéro retiré, ce qui prouve la carrière de Tony Parker, de son numéro 9 qui a été retiré. Plus aucun joueur ne portera son numéro, au même titre que Tim Duncan ou Manu Ginobili, qui sont ses coéquipiers. Regardez, le numéro 9, c'était il y a quelques semaines maintenant, avec 2001-2018, et ici avec l'un de ses enfants, Tony Parker, et il suit cette cérémonie. Ça veut dire beaucoup également, vous Samy qui avez évolué aux États-Unis, de voir son numéro retiré. Il entre dans le panthéon des meilleurs joueurs de son club et de la NBA. C'est énorme, c'est un aboutissement exceptionnel. Tout sportif rêve de ça. Et surtout, quand tu as une histoire avec une ville, c'est pas que sportif, c'est tout. La ville de San Antonio. Donc, c'est compliqué de trouver les mots parce que, bon, déjà, on n'est pas à la place de Parker, mais c'est un exemple, c'est historique. Il y a quelque chose de frappant dans votre livre également, quand je l'ai parcouru. Vous évoquez le professionnalisme de ces joueurs universitaires qui ne sont pas encore pro, en tout cas qui ne jouent pas encore en NBA. Vous dites, plusieurs fois on m'a proposé, vous aviez des amis français, on me propose de sortir pour aller boire des coups parce que c'est le week-end, et non, je m'imposais d'aller faire des shoots toute une soirée. Parfois c'était ouvert, je crois, quasiment 24 heures sur 24, quasiment. Vous pouviez y aller quand vous vouliez. D'ailleurs, vous avez une petite histoire, et je laisserai découvrir à ceux qui le liront, avec un policier américain, deux policiers américains, qui est assez drôle. Et ça, c'est ce professionnalisme-là. Regardez cette séquence, et après on réagit derrière, toujours chez nos amis d'Intérieur Sport, capté en 2012 très exactement, avec Fabrice Gauthier, que vous connaissez, j'imagine, très bien, Georges Eddy, qui était l'ostéopathe. Ostéopathe au monde. Ouais, ostéopathe de l'équipe de France, en tout cas de basket à l'époque, entre 2009 et 2013. Tony Parker était à l'apogée de sa carrière. Il fait cette préparation invisible que font certains sportifs. Pour avoir discuté avec certains qui l'ont côtoyé, il a eu vraiment une prise de conscience à la fin de sa vingtaine, autour de ses 30 ans, pour changer ses habitudes, et notamment dans la récupération. Et regardez cette séquence et on réagit derrière. J'ai pris un coup là, ça fait qu'on violer mon pouce. T'as glacé après ou pas? Ouais. T'as pris le coup, c'est un hématome. Ouais, c'est un hématome, bien sûr, il est bleu violet. Ça fait mal. Un petit peu. Mais là, Ouais. ton corps, il s'endurcit. Ton corps, il claque, t'as senti? Ton corps, à force de prendre des coups, ton corps, il s'adapte. Donc, il devient plus dur et tu résistes aussi mieux aux coups. Et je pense qu'il a eu la chance très tôt d'avoir sa maman qui l'a mis en contact avec l'ostéopathie. En fait, moi j'avais 19 ans, ma mère elle m'a
Elle m'a introduit à un Jedi, un Jedi de l'ostéopathie. Et Patrick Basset. Patrick Basset, il est super fort. Donc c'est pour ça que tu me disais, est-ce que c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de travail ? Non. Non, c'est pas parce que c'est un sportif qui fait attention. C'est de la maintenance. C'est de la maintenance et de la prévention. Ça ne vous étonne pas, j'imagine, Samy, parce que vous avez côtoyé ces Américains. Pour certains qui ont fait carrière en NBA, ils étaient déjà professionnels comme ça avec cette préparation invisible. Ouais, il y a Pour ça, certains. et puis on ne peut pas comparer la Pro Française et la NCAA, c'est un gap qui est, est un fossé sur la préparation, sur le QI basket. Moi, quand j'arrive à Connecticut, les mecs, ils me donnent une bible comme ça, une espèce de dictionnaire Robert avec des systèmes à n'en plus finir. Je voyais en pro, on avait un maximum, on avait 7 systèmes. Des systèmes tactiques, c'est ce que vous voulez Système dire. tactique. Et c'est là où je vois l'intelligence des mecs. Et je vois le retard que j'ai, moi, sur tous ces mecs-là. Et Avec je la me barrière dis, de la langue aussi, ce que vous expliquez dans le livre. je me dis, mais comment je vais faire pour rattraper ce retard ? Il faut que je travaille beaucoup plus. Mais même en travaillant 1 an beaucoup plus, j'arriverai jamais à rattraper tout le retard que j'ai. Donc tu forces. Au lieu de t'entraîner 4 heures comme tout le monde, tu essaies de t'entraîner 5-6 heures, 2 heures en plus. Mais même ça, c'est mort. Après, tu vois les infrastructures. Tu as de la balnéothérapie, tu as 3 kinés, tu as 2 coachs en muscu spécifiques pour les meneurs, pour les ailiers, pour les pivots. En France, forcément, tu fais la comparaison. Tu as un coach, tu as un assistant. L'assistant, il veut mettre un coup de chaussure au coach, dans la plupart du temps. Tu as vite fait un assistant manager, éventuellement. Tu peux pas comparer. Et après, Pas les mêmes moyens. C'est ça. Mais le basket français s'est professionnalisé ces dernières années. Mais ça va mieux, c'est vrai. Je pense qu'à la limite, vous faites une comparaison entre ce que vous avez connu en formation à Paris et après comparé avec l'infrastructure de Connecticut. Il ne faut pas oublier que ces matchs universitaires peuvent attirer entre 10 et 20 000 spectateurs C'est par ce que match. disait Samy dans son Ça livre, c'est représente qu'il beaucoup jouait devant 20 000 d'argent aussi personnes. Sans pour oublier l'université. les retransmissions la télé, télé, dans le monde, c'est un autre marché. Ça compte en millions de téléspectateurs. Hein. On a vu la prise de conscience de Tony donc à ce moment-là, avec cette soif de victoire et surtout cette préparation et cette longévité qui a été la sienne, 20 ans de carrière professionnelle, ce qui est C'est monstrueux tout à son honneur. au plus haut niveau. Et on le voit ici avec notamment cette séquence avec Fabrice. C'est comme Fabrice LeBron Gauthier. James. LeBron James investit 1,5 million de dollars par an dans son entretien physique, les kinés, cryothérapie à la maison, un cuistot professionnel. Tony a fait tout ça aussi. Il a copié les très grands joueurs qui ont investi dans leur propre santé pour prolonger leur carrière et il en a tiré des bénéfices. Sa jeunesse, on en a parlé un tout petit peu en substance avec le père donc, que vous avez affronté, Georges, dans votre carrière, qui est américain. Alors Tony est né en Belgique, à Bruges, parce que son père y jouait dans les années 80. Il est né en Sa mai mère est 82. néerlandaise, Et en sa fait. maman est néerlandaise, ancien mannequin néerlandais, qui est ensuite devenu naturopathe, qui l'a un peu initié justement. Et Tout à Tony fait. en tout petit peu en parlait à l'instant. On voit ici l'image avec les 2 frères de Tony. Il buvait du jus d'herbe. C'est voilà. Et pas de cannabis, hein. Mais le jus d'herbe de sa maman qui apparemment ça nettoyait bien le système. Détoxé. Son père était assez strict. Tony l'explique dans le livre qu'il sort aussi en ce moment, dans sa biographie, autobiographie. Il dit « Mon père était très strict à la maison. On ne devait pas dépasser le cadre. Il y avait 3 petits gamins, 3 frères. Fans de basket, les Donc, 3. imaginez, déjà, c'est pas facile à gérer. Il était professionnel, donc il avait beaucoup de... il était très occupé, son père. Et bon, je pense qu'il a voulu et il a donné des bonnes valeurs à Tony et à ses 2 frères qui ont réussi chacun dans son domaine aussi. Son petit frère est assistant coach à Villeurbanne. Oui, c'est vrai. Et pas parce que c'est le frère de Tony, mais c'est parce qu'il est compétent et il a fait ses preuves. Donc, je pense que cette éducation très internationale entre son père et sa mère, les qualités de ses 2 parents, tout ça a nourri le personnage Tony Parker très jeune. Qui a été drafté. Alors, on rappelle rapidement pour le téléspectateur la draft. Ce qu'est la draft, il a été drafté en 2001. Tony Parker, il avait 19 ans, drafté par les Spurs de San Antonio. Très tard, Et donc, 28e. 28e. Et c'était sa grande limite chance. second tour. Ouais.
Donc, Oui. drafté, on rappelle juste à nos téléspectateurs. C'est-à-dire les joueurs universitaires à partir de 19 ans peuvent se présenter à cette sélection où c'est les plus mauvaises équipes de la NBA qui choisissent en premier dans le but d'équilibrer les forces à travers les années. Donc les plus mauvais choisissent les meilleurs Voilà, joueurs, alors, les donc, meilleurs jeunes. comme San et Antonio l'inverse. était parmi les meilleures équipes, Voilà. ils choisissaient tout à la fin du premier tour de la draft. Ce qui était finalement la plus grande chance dans la vie de Parker, Bien sûr. parce qu'au lieu de se retrouver dans une équipe faible, Notamment les avec une Celtics, pression, ils disaient que les Celtics l'ont raté de peu, les Boston Celtics. oui, bah, et les Celtics finalement- auraient été bien aussi. Voilà. Mais disons que San Antonio, ils avaient gagné les titres en 99. Donc, en fait, avec Tim Duncan en place, Tony arrivait dans une équipe qui était déjà très, très forte. Et lui, c'était le petit plus qui permettait de passer encore un autre cap. On parlait de sa famille. Écoutez son frère Terence, 2013, toujours également, qui était émerveillé par le potentiel, le niveau de... Qui jouait en NCAA à la même époque, je me souviens, il était à Northeastern, un truc comme ça. C'est Son ça, frère, voilà, c'est ça. dans les années 2000, effectivement. Et 2004, en 2013, 10 ans plus tard, il était impressionné par le niveau affiché par son frère. Écoutez justement la fin. C'est une machine, il s'est pas arrêté de jouer, il a fait tout l'été avec l'équipe de France, il a été régulier dans le meilleur 5 européen, c'est énorme. Après il joue avec l'Asvel, c'est une machine, des fois moi je sais pas comment il fait. Pour moi il est pas normal, je sais pas, il est pas humain. Il n'est pas humain, ce que dit son frère Terence. C'est dingue quand même, Samy. Ah, mais c'est exceptionnel. Bah, c'est un exemple et c'est formidable. Et après, venant de lui, venant du frangin... Oui, il le connaît mieux que quiconque. Hein. Voilà, je pense Il arrive qu'on peut quand même le encore à croire. l'impressionner à 30 ans, impressionner son frère. Son frère Terence. Parlons de sa carrière aux Spurs. Du coup, je le disais, 2001-2018, on l'a vu avec son maillot retiré. Il a joué notamment avec ces deux hommes dans sa carrière. Cette fidélité incroyable, on va voir Tim Duncan au centre, Manu Ginobili, l'Argentin, à la droite de l'écran, et donc Tony Parker à gauche. Parlez-nous de ce trio, Georges, qui est l'un des plus beaux, l'un des meilleurs trios de l'histoire du basket moderne. Peut-être le meilleur même. Au niveau pourcentage Pourquoi de le victoire, parce qu'ils sont en play-off 17 ans de suite. Ils sont complémentaires. Ils ont gagné 4 titres ensemble. Donc après, on compare peut-être avec les Celtics des années 60 de Bill Russell. Ils ont gagné plus de titres. Mais bon, ces trois hommes ensemble ont porté les Spurs tout en haut. Ils y sont restés. Parce qu'aller en haut, c'est une chose, mais y rester pendant très longtemps, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, c'est les valeurs humaines. C'est un club d'une petite ville. C'est pas New York, c'est pas Los Angeles. Vous n'êtes pas tenté par tout un tas de dangers dans votre vie privée. Là, vous êtes dans une petite ville du Texas où il ne se passe pas grand-chose. En fait, le basket, c'est le sport roi. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Parce qu'à la limite, tout était axé sur le basket à San Antonio. La ville a totalement aimé ce trio et les résultats et tout ce que ça représentait. C'est un peu comme Utah aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un monde complètement différent entre New York, Chicago et Los Angeles. Et après, vous avez Utah, Memphis et San Antonio. Donc, c'est des petits marchés. C'est très difficile de gagner des titres en sortant d'un petit marché comme ça. Mais ils l'ont fait. Avec cette fidélité incroyable. Et c'est intéressant ce que vous dites, Georges, j'ai écouté Samy également. Tony Parker qui parle des sirènes des grandes villes qui auraient pu attirer ce trio-là. Écoutez. Parce que ou à Chicago ou à LA, on serait les rois du monde. Mais ils furent tout de même des stars de cette ligue. La preuve, regardez en 2014 avec Barack Obama qui reçoit Tony Parker et les Spurs pour le 4e titre NBA de Parker avec les San Antonio Spurs. C'est magnifique, regardez, il est juste ici à la gauche de Barack. Voilà, ça c'est un aboutissement aussi. Et il l'a dit, Tony Parker, voilà, de rencontrer Barack Obama, c'était quelque chose d'unique dans sa carrière avec cette 4e bague. Ajouter que Popovich et probablement tous les joueurs sont beaucoup plus proches des idées d'Obama que du président qui l'a succédé. Effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais après, c'est vrai que tu vois la complémentarité, après c'est con, mais culturel du basket, la différence entre Tim Duncan, l'américain, Parker, le français, mais l'européen, et Ginobili, le sud-américain. Donc il y a une complémentarité dans ce basket-là qui, avec Popovich et avec tous les joueurs qui se sont succédés, que ce soit Patty Mills à la main derrière ou tous les autres joueurs que les Spurs sont très recrutés, c'est hyper international et justement c'est hyper complémentaire dans la capacité du basket. À un moment, San Antonio, c'était l'équipe qui arrivait à faire tourner le plus le ballon. Le plus beau jeu. C'était 2014. C'était le plus beau jeu. Et quand tu les voyais, tu te disais, mais en fait, c'est ça le vrai basket.
tu comparais avec les autres équipes de la NBA, c'était hyper américain, c'était hyper one-on-one, il n'y avait pas de passe, très Miami, individualiste. c'était chacun son truc. C'était pas ça le basket. Et c'est là où justement San Antonio a réussi à montrer, enfin cette équipe légendaire a réussi à montrer qu'il fallait aussi une complémentarité culturelle basketballement parlant. On va faire une petite pause dans cette émission, dans Click Sport. Vous avez l'habitude, du coup, Georges, à la mi-temps de l'émission, généralement, on écoute de la musique en rapport avec la légende dont on parle. Là, c'est une aubaine parce que Tony Parker a fait de la chanson également, du rap. Ne riez pas, Samy. Il a bien fait du rap. Et écoutez, on va se rappeler, se remémorer ce tube à l'époque en 2007. Balance-toi, c'est un bon clip de rap, ça y est, on revient juste derrière. Tout d'où je m'installe, le rappeur dans les charts, ça va faire mal. Engagé, j'ai la vibe, le pur style. Le public me réclame et j'assume gars. Tony Parker, ça fait du bien. Georges me disait, il était en train de bouger là, Georges, pendant le clip. Ah, menteur. Je disais qu'il a bien fait de la musique, mais il a bien fait de ne pas faire un deuxième disque aussi. On reparlera, parce que si vous êtes sympa, on réécoutera encore une autre chanson de Tony Parker. Mais moi, j'avais une théorie. Ouais, j'avais un peu charrié moi, dans le premier spectacle, parce que forcément, c'est le métier de charrier. Mais non, je pense qu'il aurait pu cartonner beaucoup plus s'il avait chanté en français aux États-Unis. Ah, c'est vrai? Ouais, bah forcément. Parce que là-bas, il y a un vrai engouement pour le rap. Après, nous, on pense en français, on pense en monosecteur. Si t'es basketteur, tu dois rester basketteur. Si t'es rappeur, t'es rappeur. On est un peu dans ce délire-là. Ouais. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, t'as beaucoup de basketteurs qui ont fait du rap. Ça a aussi marché. Shaq, à l'époque, quand il sortait ses... Oui. Il y avait un truc, il y avait cette ouverture aux États-Unis pour justement faire plusieurs choses. On l'écoutera d'ailleurs dans un instant, on parlera de Tony Parker et de la chanson, enfin du rap, qui n'a pas duré très longtemps, effectivement. Parlons rapidement, on parlait de la carrière aux Spurs. Il a fait 1 an dans un autre club, pour ceux qui ne le savent pas, sa dernière année de contrat. C'était à Charlotte, il est basculé à l'Est, à Charlotte, aux Hornets. Georges, c'était étonnant de voir Tony Parker quitter les Spurs de San Antonio, il est arrivé en fin de contrat. C'était même dommage, je dirais. Voilà, dommage de partir à Charlotte. Est-ce que pour vous, on va voir cette photo avec Michael Jordan, il est parti pour Jordan, qui est le patron des Charlotte Hornets. Mais c'était vraiment une histoire d'orgueil, parce que coach Popovich lui disait, écoute, il faut qu'on prépare l'avenir, donc tu vas passer 3e meneur. Lui qui était toujours titulaire et même meilleur scoreur et vedette de l'équipe. Et bon, il avait eu une grave blessure, il est bien revenu. Et il voulait montrer à Popovich et à tous les experts du basket qu'il pouvait encore être un très fort joueur NBA, peut-être pas titulaire, mais au moins 2e meneur, et c'est ce qu'il a trouvé à Charlotte, avec un contrat et un ancien assistant coach de San Antonio qu'il a fait venir. Bon, avec le recul, on s'est dit qu'il aurait mieux fait de rester jusqu'au bout à San Antonio, parce qu'à la limite, c'était anecdotique, son passage à Charlotte. Pourquoi a-t-il signé à Charlotte? Lui a répondu à nos confrères de Bros Stories. Écoutez. Non, j'ai décidé d'aller à Charlotte, ouais. Charlotte, là où tu as joué. Ah, je me disais bien. Charlotte. Et non, je sais pas, j'avais envie de découvrir autre chose. J'avais envie après 17 ans dans le même club, j'avais juste envie de voir autre chose. Les Spurs, là, ils sont en reconstruction et c'est plus la même chose. Et donc, je me suis dit que ce serait le bon moment d'aller voir ailleurs et passer une autre expérience, aller East Coast et voir la NBA, en fait, différemment. Ben, en fait. Ça. Et donc le fait aussi qu'il y a Nico Batum avec qui on a joué ensemble, le fait de Jojo aussi qui était mon idole, j'ai l'impression de boucler la boucle. Ouais. Et donc je me dis que ça va être une bonne expérience. Ouais. Et après, je viendrai vous rejoindre. Voilà. C'était une discussion avec Boris Dio. Oui, sur le bateau de Boris après sa retraite. Samy, vous le comprenez, il signe parce que Jordan est là-bas et le patron des Charlotte Hornets, c'était son idole, il avait des posters de Jordan dans la chambre. J'imagine que c'était la même chose pour vous à l'époque, peut-être pas, peut-être que vous aviez d'autres idoles au moment où vous vous intéressiez au basket à l'adolescence, mais on peut comprendre ce choix-là, même si l'histoire est moins belle peut-être pour lui de faire 1 an dans un club qui n'est pas les Spurs de San Antonio. Après, comme le disait Georges, c'est des volontés différentes. Mais quand tu as tout gagné, tu t'en fous. C'est aussi ça le truc. C'est qu'après, tu vas là où tu as envie de kiffer le plus. Si il y avait la possibilité d'être en proximité avec Jordan, c'est quand même le rêve de tout basketteur. Ça a été le meilleur basketteur de tous les temps. Donc forcément, si tu sais que tu vas côtoyer... Vous en étiez fan, vous ?
Jordan, ouais, j'étais fan. Et bon, j'étais pas un fan absolu, j'avais pas de poster à la maison et tout, parce que moi, Déjà, mon parce qu'il y avait des poste... superposés, ce que vous expliquez dans Ouais, le truc, déjà, moi donc, j'étais du coup, ça en prend de la place. le lit superposé, mais j'avais un petit poster de Karim Abdul-Jabbar Ah bah que oui. j'avais rencontré à l'époque. Mais moi, mon idole, c'était Magic Johnson, parce que forcément, sur le Comme poste de LeBron meneur, James. Ancien joueur des poste Lakers. de meneur, c'était la référence. Mais non, moi je comprends, parce que quand tu gagnes tout, après tu vas là où tu as juste envie de kiffer. Aïe, c'est bon, tu as tout gagné. Donc voilà, ok, c'est un nouveau challenge. Mais après, tu es aussi dans une mentalité où tu commences à réfléchir à l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc ouais, moi je comprends tout à fait. Ce qu'il va faire après, on va en parler dans quelques secondes. Juste avant, le temps pour nous, parce qu'avec les équipes, en préparant l'émission, en tapant Jordan et Georges Eddy, on est tombé sur ça. Georges, regardez cette photo de vous avec Michael Jordan. Alors, pourquoi Le cousin ce de look. Freddie Mercury. Quel est ce look, Georges? Déjà, quelle est l'année? On veut savoir, nous. Parce que, C'était franchement, la coupe ambiance magnifique. 90. Ambiance zaïroise. C'est quand il est venu Zaïkos, Zaza. pour Nike à la Sergio André, une salle de 1500 places et 10 000 personnes se sont pointées. Ouais. Et moi qui animais la journée, je devais dire à 8 000 personnes de rentrer chez eux. J'ai jamais été sifflé et hué comme ça de toute ma vie. C'est la mort. C'est la mort. Cette journée à Géant-André, tout le monde connaît, c'est une histoire incroyable. Jordan avait peur même de faire le match parce qu'il disait les gens ils vont me sauter dessus, me déchirer mes vêtements et tout ça. Et on a convaincu Jordan qu'on allait le protéger et la journée s'est bien déroulée. Et c'est resté un de mes plus grands souvenirs. Tu sais que quand il est revenu, Jordan, pareil, il devait passer au K54. Il a aussi eu peur de la foule. Et il est pas allé. Les Américains, ils sont beaucoup comme ça. ouais. Ils sont beaucoup en panique, justement, des mouvements de foule, de la sécurité. Mais bon, la chemise reste un des plus grands regrets de ma carrière. Et le gilet, non. Le gilet, non. Il y a deux choses. C'est une chemise Tetris. C'est des plaques d'immatriculation. J'ai acheté ça en 90 Ah bah oui, à Seattle. Attends. Et en plus, je regarde même pas la caméra. Oui, c'est vrai. Et c'est la photo qui est le plus souvent diffusée depuis 30 ans. Moi avec Jordan. Et tout est raté. Je Bon, regarde pas. on la j'ai une retouchera chemise si vous horrible. voulez. On retouchera Si cette. j'avais été ministre de l'Intérieur, je t'aurais expulsé. Bon, parlons de la suite de la carrière de Tony défaut Parker. d'habillement. Après sa carrière, justement, Tony Parker avait déjà anticipé, messieurs. Tony Parker, c'est aussi un businessman, à l'instar de Michael Jordan ou de Magic Johnson. Et il a beaucoup également. appris auprès de Jordan à Bien sûr. Charlotte. Sur sa Et dernière j'allais année. ajouter qu'il a vu Jordan jouer en finale en 91 ou 92. Son père l'a amené. Donc il a vu Jordan en finale NBA en vrai. Donc on peut imaginer pourquoi c'était son idole et pourquoi il a été influencé pendant longtemps par Jordan. Et donc, il a racheté un club de basket en France, l'un des meilleurs clubs français, l'Asvel, Villeurbanne. Mais avant cela, il avait même fait une pige en tant que joueur à l'Asvel pendant 1 mois et demi au moment de la grève en NBA. C'était en 2011, en octobre 2011. Il a été joueur de l'Asvel, un club qu'il a ensuite acheté. Il est devenu actionnaire et puis finalement, en 2014, président de ce club. Ça vous a étonné de le voir arriver à la tête de l'Asvel, de Villeurbanne, qui est l'un des meilleurs clubs de Pro A? Parce que nous, on l'a suivi, comme j'ai dit, depuis Parce qu'il a l'âge été de 16 président ans. de l'Asvel et en même temps joueur en NBA, ce qui est paradoxal. Oui, non, mais en plus, c'est quelqu'un qui est hyperactif. Il aime bien s'occuper de plein de choses, ses partenaires, les sponsors. Il va en Chine pendant 2 ou 3 semaines pendant l'été. Donc, il a toujours été un vrai businessman. Et pour le moment, il ne fait aucun mauvais choix. Villeurbanne est en Euroleague, donc ça, Coupe c'est d'Europe. déjà un exploit. Ils ont le plus petit budget et le plus gros charge fiscale, mais ils arrivent à gagner les matchs, c'est miraculeux. Il est très fort dans le recrutement du coach, des joueurs. Il a Nicolas Batum comme co-actionnaire qui s'occupe aussi Ancien joueur de l'équipe de France. Joueur de l'équipe de France. du recrutement. Il est champion de France avec les filles parce qu'il a incorporé l'équipe de Lyon. Une section féminine, oui. Au féminin aussi. Non, mais c'est incroyable. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est Midas. Oui. En ce moment, tout ce qu'il touche, ça Transforme devient de en or. l'or. Hein, c'est tout le contraire de moi, en fait. Mais vous êtes trop dur avec Tout vous-même. ce que je touche, c'est de la merde. Non, mais il y a un truc qui est exceptionnel aussi avec Parker, c'est que le mec, il insuffle quand même un truc qui est un vrai problème en France, c'est qu'il met un coach qui fait jouer des jeunes. Et ça, c'est le vrai souci du basket français. Quand tu vois les équipes en France, première div, où tu as, excuse-moi Georges, 5-6 quinries, tu as un Français en galère qui joue jamais, et que tu vois l'Asvel, où tu as 2 jeunes Français, comment il s'appelle, Malédon et le deuxième meneur qui est magnifique, c'est génial. Mais c'est Mitrovic le coach.
C'est Mitrovic qui fait jouer les gars. Mais non, c'est tous les coachs de pro qui doivent faire jouer des jeunes Français. Donc là aussi, effectivement, ce que vous dites, Georges, c'est qu'il ne s'est pas trompé dans le recrutement de son équipe et de son staff. Écoutez-le sur sa fortune, toujours dans le documentaire d'Intérieur Sport d'Antoine Leroy pour Canal+. Il évoque sa fortune personnelle. Alors en club, en tout cas, juste en club, en NBA, il a touché près de 150 millions d'euros dans toute sa carrière, dans ses 20 ans de carrière professionnelle, sans compter les Et contrats. il a tout gardé. Il a tout gardé, sans compter les contrats publicitaires. Il évoque, parce que certains joueurs de NBA, 4-5 ans après leur carrière NBA, sont ruinés. Lui, il évoque cela. C'est dramatique. Il avait déjà préparé justement l'après-carrière. Écoutez. Moi, je sais pas ce qu'ils font avec leur argent. Je trouve ça incroyable. Il a gardé cet esprit de faire attention malgré le fait qu'il ait plein d'argent, quoi. Le mec peut inviter 15 personnes à un restaurant, mais check la note. Pourquoi? Pas parce qu'il est radin, juste parce qu'à un moment donné, il n'a pas envie de se faire escroquer ou il n'a pas envie de se faire avoir. Iverson, il achetait des trucs à $100 000, des bijoux. Moi, je n'achète pas des trucs comme ça. Moi, j'ai juste ma maison, mes voitures, et puis après, tout le reste de mon argent, c'est soit j'aide ma famille ou je l'investis. Cut Killer, qui est l'un des meilleurs amis de Tony Parker, il avait déjà cette vision-là. Ça vient de ses parents. En plus, il faut savoir qu'il était assez pauvre quand il était jeune. Quand son père était professionnel, moi j'étais aussi, et les salaires étaient pas très importants. Il fallait bien gérer. Et donc, je pense que ses parents ont toujours fait attention. Ils ont vécu dans des HLM et ils roulaient absolument pas sur l'or. Donc, après cette enfance, lui, maintenant, il se rend compte de la chance qu'il a d'être richissime et il gère bien. Mais je pense que c'est avec les rencontres, les conseillers qu'il a eus. En plus, San Antonio, c'est toujours cette histoire de famille, les bonnes valeurs. Et il applique tout ça à sa présidence avec Willerbein. Donc, il a été à bonne école. Samy, vous qui avez été aux États-Unis pendant 1 an, lors de cette fameuse année dont vous parlez dans votre livre, est-ce que vous avez senti, parce que Tony Parker en parle dans ce documentaire, et il explique toujours, moi j'ai aucun problème à parler d'argent, en France on a ce problème-là, moi j'ai réussi, et j'annonce même ce que je gagne parfois par an. Est-ce que vous avez senti cela? Mais il ne flambe pas tellement. Non, il ne flambe pas, mais c'est assez naturel pour lui d'en parler, de dire oui, j'ai réussi et je le montre. Est-ce qu'aux États-Unis vous avez senti ça, vous, en 2004 que lorsque les Américains réussissaient, ils n'avaient pas peur de le mettre sur le devant de la scène comme ça? Non, après, ça fait partie des grosses différences entre nous et les Américains. C'est qu'ils sont totalement décomplexés avec l'argent. En France, on a un autre rapport à l'argent. Un peu trop, peut-être. Ouais, mais le problème là-bas, c'est que c'est tellement le pays des extrêmes, c'est que tu as une extrême pauvreté qui côtoie une extrême richesse. Et si tu n'es pas calé dans ta tête, si tu n'as pas des valeurs et si tu n'es pas formé ou si tu tiens pas bon, tu peux vite partir en vrille. Surtout si tu commences à gagner de l'argent. Et en général, quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent. Vin Baker, c'est un exemple. Gros star NBA, le mec... Antoine Walker. Les mecs, du jour au lendemain, ils dilapident leur oseille. Après, ils se retrouvent... de 50 personnes qui vivent au crochet. Ils se retrouvent à vendre des burgers ou en galère. Mais parce que, voilà, comme il dit Georges, tu as un entourage autour, tu as plein de gens qui sont là. Et Las Vegas. C'est compliqué. Ils vont tous flamber à Las Vegas. Mais tu sais que maintenant... des centaines de milliers de dollars dans une soirée, par exemple. Ils ont des formations maintenant, NBA. Ils imposent les formations. Ils ont vu tellement de mecs de partir en banqueroute, qu'ils ont imposé des formations à tous les joueurs NBA. Et d'ailleurs, dès que tu commençais à être drafté, tu avais ta formation obligatoire, où on t'apprenait, avec des conseillers, à gérer ton oseille. Et après, ça a sauvé des vies. Tu avais là plus de la moitié des mecs NBA qui se retrouvaient sur la paille. Même des joueurs comme Jabbar, homme très intelligent, Scottie Pippen, le président de Jordan, et ils ont tout dilapidé. Souvent parce qu'ils ont eu des mauvais conseillers, ils ont fait confiance à des hommes un peu charismatiques, et on sait où ça peut mener. Parlons aussi de la carrière de Tony Parker en équipe de France. On a ouvert cette émission par cette fameuse causerie de Parker qui s'est déroulée à mi-temps de la demi-finale contre l'Espagne en 2013 au championnat d'Europe. On n'arrivait jamais à battre. L'Espagne, qui était la bête noire de l'équipe de France. 14 points de différence entre les deux équipes. Parker fait cette sortie qu'on a écoutée en début d'émission, et puis finalement l'équipe de France s'impose en 2013. Écoutez Tony Parker qui explique pourquoi il a fait cette causerie à ses coéquipiers à ce moment-là. C'était, je crois, le plus grand moment de ma carrière en équipe de France, c'était de trouver les mots justes pour piquer mes coéquipiers dans leur fierté, pour qu'en deuxième mi-temps, on fasse
la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français. C'est le meilleur moment de sa carrière en bleu, Tout à j'imagine. fait. Bon, surtout en équipe de France, parce qu'il a une carrière en NBA avec ses 4 titres, ça Bien aussi sûr. c'est Là, colossal. en bleu, oui. Mais parce qu'il a attendu toutes ces années en gagnant certes des médailles de bronze, des médailles d'argent en 2011, mais jamais de médailles d'or. Et là, avec leur bête noire qui mène de 14 points, qui leur marche dessus, il fait le discours de sa vie. Pourtant, c'est pas tellement un homme de discours. oui, voilà. Ça sortait des tripes et de son cœur. Pour moi, c'est le plus grand moment de sa carrière. Et on peut ajouter un des plus grands moments dans l'histoire du service de sport de Canal+, d'avoir eu ces caméras à l'intérieur de ce vestiaire pour filmer tout ça, pour faire un documentaire derrière. On était vraiment au top du top ce jour-là. Moi, je me souviens, Parker, je le suivais beaucoup en équipe de France, justement, à l'époque des Moussonko, Tariq Abdul-Wahad. C'était compliqué à la base. Donc, en fait, il y a une vraie progression de Parker sur l'équipe de France. Il commence à cartonner avec les jeunes, avec les juniors, avec Boris Champion d'Europe champion d'Europe direct. Mais quand il bascule avec les seniors, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a aussi tous les mecs de l'ancienne génération qui ne veut pas laisser sa place, c'est normal. C'était hyper compliqué. Et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où il prend confiance en NBA et qu'il revient en équipe de France, voilà, il défonce tout, mais ça va crescendo. Et c'est vrai que ce discours-là, dans le vestiaire contre l'Espagne, c'était mythique. C'était mythique, parce que c'est vrai que les Espagnols, ils ont toujours été, ils sont toujours comme ça, ils ont toujours eu un complexe de supériorité sportivement vis-à-vis des Français. Et puis, une génération. C'est vrai que les mecs, ils gagnaient toujours. Mais la formation en Espagne, c'était bon. C'était une des meilleures formations européennes. Juste dans votre livre, Samy, parce que là, j'y pensais en parlant de Tony Parker qui gagne avec l'équipe de France. C'est important pour lui, il en parlait souvent, de gagner aussi avec son pays pour prouver en retournant aux États-Unis, oui, là, moi aussi, je gagne avec ma nation. Vous le dites dans votre livre, vous dites, malgré moi, j'étais devenu une sorte de porte-drapeau, une sorte d'étendard aux États-Unis de la France sans le vouloir. Vous l'avez senti ça au fur et à mesure que vous avanciez dans votre carrière universitaire ? Dès le départ, quand tu arrives sur le campus, déjà, tu es un étudiant d'échange. Donc après, voilà, il y a toujours ce dilemme en France. Bon, moi, mes parents sont algériens, donc voilà, tu as cette double nationalité. Alors souvent, on dit que tu es plus algérien que français, c'est toujours le même dilemme. Donc tu sens un peu de racisme parfois dans certaines situations, le travail, le logement. Et dès que tu es aux États-Unis, les mecs, c'est limite, ouais, fucking French. C'est une blague du spectacle. Ah, enfin reconnu, entre guillemets, à ma juste valeur. Et donc, tu as cette dualité-là, mais au départ, tu es le français, mais tu es exotique. Mais après, quand c'est sportif, quand tu es face à des mecs à qui tu peux reprendre des minutes, il n'y a plus de rigolade, c'est plus exotique. Là, c'est du vrai rapport de force. Et les mecs, ils veulent absolument pas que tu leur prennes des minutes, parce que c'est aussi du business. Et le basket universitaire, c'est aussi du business. Si les mecs font leurs bonnes stats, ils sont draftés haut. S'ils sont draftés premier tour, tu as un contrat garanti minimum 3 millions de dollars. C'est là, ils jouent leur vie, les mecs. Hein. Dans 6 mois, ils sont millionnaires. Quand vous êtes en concurrence avec le meneur titulaire, qui lui doit aller en NBA derrière, il gère un contrat à plusieurs millions d'euros à ce moment-là, en fait. Au départ, donc toi, tu arrives, tu es le français, c'est marrant, mais après, c'est plus du tout marrant. Après, c'est du vrai rapport de force. C'est ce qu'on découvre d'ailleurs dans votre bouquin. Et c'est marrant parce que c'est aussi le rapport de la France et des États-Unis dans l'histoire. C'est-à-dire que la France, c'est une nation qui était au top. Et on est, entre guillemets, des déclassés. Et maintenant, c'est les Américains qui dominent. Donc moi, en tant que Français, j'arrive aussi Putain, j'ai envie de cartonner, j'ai envie que mon pays aussi soit fier de moi et j'ai envie de faire des résultats. Donc ils voient ça, ils te mettent direct à l'amende. Et ils te disaient, mon Français, là, tu vas rester tranquille. Ici, tu es aux États-Unis, mon petit. Donc déjà, sois content d'être là. Et puis après, on verra. Donc voilà, il y a c'est compliqué. Mais tu es là, tu apprends. Et après, tu reconnais. Tu reconnais que si les mecs, ils sont à ce niveau-là, ils se donnent les moyens, ça taffe, ça prend des risques, ça mise. Et c'est là où tu vois que voilà, des mecs comme Parker, là-bas, ils cartonnent. Tu comprends tout. Tu comprends plein de choses. Tu comprends l'absence de plafond de verre là-bas qu'il y a ici. Tu comprends, ça va très très vite. Mais après, tu reviens. Et c'est l'objet du livre. C'est parce que moi, j'aurais pu rester aux États-Unis, mais non. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce qu'en fait, c'est le combat, il est ici. C'est ce que je dis aux jeunes, c'est ce que je dis aux mecs qui ne trouvent pas leur place dans le championnat de France. Je dis, les gars, partez et revenez. Mais le basket, c'est juste un exemple. Hein. Moi, j'aurais pu revenir et faire autre chose. Oui, parce que vous parlez de basket, mais ça peut concerner n'importe quel domaine. C'est dans tous les domaines. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte en France qu'on est un pays d'excellence. Et qu'on forme une jeunesse, mais putain, on la forme pour les autres.
La preuve, c'est que Georges est bien resté en France, c'est on- qu'on est un pays plutôt sympa finalement. Ah oui, ouais, mais là, c'est le pays de l'opportunité pour moi. Excuse-moi, Georges, si tu avais eu un accent portugais en commentaire, J'aurais commenté le foot portugais. Est-ce que tu aurais eu la même carrière? Ce que je veux dire, c'est qu'on a un pays d'excellence artistique, scientifique, sportif. Putain, mais maintenant, il faut que ça se retranscrive ici. On est le plus gros contingent de joueurs NBA. Et on n'a pas les mêmes résultats ici en France. On est le 3e sport français. On devrait être le 2e, le 1er ou le 1er sport français. Et n'oubliez pas, en NBA, c'était pareil pendant très longtemps. Ils ne voulaient pas entendre parler des joueurs non américains, des Européens, l'Amérique du Sud. Il n'y en avait pas. Et surtout pas de coach et tout. Bon, maintenant, un quart des joueurs en NBA sont des non américains. Il y a des coachs, des assistants coachs, des scouts, des dirigeants qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc, c'est une vraie internationalisation, mais ça a pris, on peut dire, presque 30 ans. C'est à partir de la Dream Team, en fait, de 92, que maintenant, la NBA est totalement mondialisée. Mais pourquoi? Après, on ne va pas se cacher les choses. Il y a un pragmatisme aussi commercial. Bien sûr. Forcément, tu sais que si tu vas drafter un Japonais, tu vas vendre les droits au Japon. Ou surtout un Chinois. Marché, ou Yao Chinois. Ming. Tu as un marché de millions, voire de milliards de consommateurs potentiels. Donc voilà, tu vois. Mais c'est là où, après, nous, on pêche sur ce pragmatisme-là. On a des gars qui sont super forts, on leur donne pas l'opportunité, et dès qu'ils partent à l'étranger, ils cartonnent. Pourquoi ? Vous parlez de cette relation franco-américaine, notamment dans votre livre, on le rappelle, Amazing, récit d'une aventure extraordinaire, votre aventure, Samia Méziane, pendant 1 an en 2004 aux États-Unis en championnat universitaire. Ça commence très bien, je peux juste dévoiler, ça commence par une action dans ce championnat nord-américain où on ne sait pas si le ballon va entrer et il faut lire tout le livre pour savoir si le ballon entre Karim, à la arrête fin. de spoiler. Mais non, Karim. mais un petit peu, c'est important. Hein, viens au spectacle et arrête de spoiler. Lisez tout ce livre et franchement, c'est hyper intéressant. Georges, vous aussi, vous avez écrit un livre récemment. Vous parlez de votre carrière, vous aussi? Oui, disons, mon parcours à travers l'histoire avec la NBA depuis mon enfance et après 35 ans de commentaires sur Canal+. On était ravis en tout cas de parler de Tony Parker en votre compagnie et j'espère que les téléspectateurs de Click TV l'ont été également. On vous souhaite bonne chance et bon courage pour les prochaines échéances, on imagine. Le Comte de Boudherbala, toujours en spectacle, bien sûr, numéro 2. Spectacle numéro 2 au Théâtre Le République, jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et en tournée le 25 janvier à la Bourse du Travail à Lyon. Amis lyonnais, les gars de Villeurbanne, débarquez, on vous attend. Et Georges, toujours sur les antennes de Canal+, Canal+, Canal+ International également, pour nos amis en Afrique également, vous commentez la NBA Tout à fait. pour eux également. Merci beaucoup messieurs, on a parlé de Tony Parker, on va se quitter en chanson. Bien sûr, parce qu'il a fait d'autres tubes, Tony Parker. Premier Love, et on se quitte là-dessus. À très bientôt sur Click TV, ciao. C'était toi et moi à l'infini. Si tu tombes, je tombe, j'étais Clyde, t'étais Baby, I never lied to you and all I do I've done.